Le Congo au rythme de l'actualité, l'heure est aux questions. Force neutre, tampon ou force offensive contre les M23? Quelle est finalement la mission de la force régionale de l'EAC? La question se pose également dans cette émission. La loi Tiani, est-ce une discrimination ou plutôt des mesures pour la protection de la souveraineté de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, les débats au Parlement, quelles conséquences sociales pour une loi que d'aucuns estiment plutôt séparatiste? Ira-t-on aux élections, oui ou non? Sinon, dialogue avec qui? Est-ce les moyens de faire rentrer les M23 dans les circuits politiques, dans la vie politique et militaire? Les questions se posent. Bonsoir, bienvenue mesdames, messieurs à ce tout nouveau numéro de l'heure des questions, votre émission d'actualité, celle qui recense l'actualité de la semaine. Je vous avais dit que j'ai toujours le même plaisir à vous retrouver, cette fois-ci avec un nouvel invité. Il est avocat de profession, juriste de formation, cadre de l'UDPS Bar Tshisekedi. Lui, c'est Maître Richard Pinda. Il nous a fait l'honneur avec lui. On va essayer de répondre aux questions que l'on se pose. Moi, je pose des questions et lui a de réponses. Je suis très content de vous parce que vous n'arrêtez pas de nous soutenir. Alors, mettez-vous à l'aise parce que votre émission commence et maintenant. Bonsoir, Maître Pinda. Bonsoir, mon cher Élie, de m'avoir invité, d'avoir voulu que nous puissions partager ces moments de réflexion ensemble sur les questions que la société se pose, les questions qui ont un trait direct sur le sort même de cette nation. Et je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments-ci, parce qu'ils attendent de nous une attitude qui pourrait les aider à comprendre, à mieux comprendre la situation politique de notre pays. Et je profite aussi de cette occasion pour une salutation particulière. J'ai été agréablement surpris il n'y a pas longtemps ici. Les jeunes de la jeunesse Umoja, de Lubumbashi, qui sont venus me décerner un prix de mérite parce qu'ils estiment que dans ce que je leur dis, dans comment je m'y prends avec eux, et que je suis certainement en train de dire des vérités et de les accompagner, et aussi au nom de la République, bien sûr. Bon, voilà, je tenais particulièrement à leur témoigner ma sympathie, et je pense que c'est un encouragement énorme qu'ils m'ont apporté quant à ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Vous êtes reconnu pour votre franc-parler dans l'espace médiatique. Et laissez-moi vous dire que quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, beaucoup de gens ont réagi et beaucoup de gens attendent évidemment cette interview échange. Et moi, j'attends de vous cette franchise-là parce que je veux qu'on aille au fond de questions d'actualité. Alors, on m'a demandé de recevoir un cadre de l'UDPS. D'abord, on m'a demandé de vous poser la première question. Est-ce que ça va à l'UDPS? Alors, si vous recevez un cadre de l'UDPS, je suis sûr que je mettrai des gants. Ça, c'est une évidence. Oui. Mais si vous recevez le politique Maître Pinda Richard, eh ben, je serai encore beaucoup plus franche quant à comment j'ai toujours communiqué. Le cadre que vous êtes ne peut pas s'exclure du politique que vous êtes. Non, le cadre que je suis de l'UDPS ne peut pas s'exclure du politique, mais je porte l'étiquette du parti. Et ce qui voudrait dire que toute déclaration que je dois faire doit être avalisée. Non, pas avalisée, doit être conforme à la déclaration du parti. Et pourtant, lorsque vous avez lu les thématiques ici, vous avez évoqué la question de la loi Tiani. Vous avez vu la position du parti. Le parti n'a pas pris position quant à ce. Donc, je risquerais de prendre cette position-là. Et pourtant, en tant que tel, bon, dans tous les cas de figure, on va faire l'exercice avec le 2. Évidemment, voilà. Vous prendrez la posture à chaque fois qui vous mettra à l'aise. Mais répondez à ma première question. Est-ce que ça va à l'UDPS? Parce que ça bouscule. Il y a toujours de petits problèmes. D'autres réclament le départ de l'actuel secrétaire général. Est-ce que ça va? Vous êtes de quel camp? Vous soutenez Augustin Kabouya comme président aujourd'hui quasiment de l'UDPS, ou vous êtes plutôt du camp de ceux qui estiment Je suis du camp statutaire. Oui. Et je crois que le secrétaire général de l'UDPS est ou répond aux normes statutaires. Et donc, je ne peux pas me démarquer de soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, vous dites qu'il y a de courants ou de mouvements au sein de l'UDPS. Moi, je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que l'UDPS est les berceaux même de l'exercice de la démocratie.
C'est une preuve de la démocratie. Tout à fait. Parce que dans l'UDPS, ce qui est encore formidable, lorsque le président de la République, tel que par exemple la loi Tiani par exemple, je prends une décision contraire au président de la République, vous verrez personne ne Vous dévancez mes questions d'ailleurs. Non, je vais y aller. Non, on va y aller en fait. À titre illustratif, sans toutefois aller au fond de cette matière-là, personne ne m'inquiéterait. Même pas le secrétaire général de l'UDPS. Pourquoi? Parce que nous jouissons de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Est-ce que tout le monde est appelé à aimer Augustin Kabouya ou tout le monde est appelé à respecter Augustin Kabouya? Pas du tout. Mais nous sommes par contre appelés à respecter les prescrits statutaires. Et les prescrits statutaires veulent à ce que Augustin Kabouya puisse être là en tant que secrétaire général. Aujourd'hui, il est secrétaire général. Il est président du parti, disons président Parce qu'il y a un autre courant qui dit que les statuts ne prévoient pas. Non, mais nous avons déjà ce titre-là. Les statuts peuvent ne pas l'accepter, mais nous avons connu Jean-Marc Abound en tant que président qui a été également contesté. Tout à fait. On se rappelle, pour éviter de citer des noms, on se rappelle de cette guéguerre fratricide. Voilà ce que vous devez retenir. Oui. La présidence de l'UDPS est présentement dirigée par Augustin Kabouya. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Alors, on passe à la première question d'actualité. C'est évidemment la fameuse proposition caricaturalement dite de père et de mère, portée par le professeur Noël Tiani et les députés de Singapore. Initié par Noël Tiani, porté par Augustin Kabouya. Merci pour, qu'est-ce que j'ai dit pour la précision. Par l'honorable Tingui Pololo. Merci pour la précision. Aujourd'hui, cette loi est inscrite au débat de l'Assemblée nationale. D'abord, je voudrais, avant de poser la deuxième question, que vous me donniez votre aperçu personnel. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, qu'on en soit là, après Sun City, après le dialogue de Lusaka, à débattre encore des conditionnalités, de la question de la nationalité ou des conditionnalités des participations à l'élection présidentielle? Et donc, je voudrais que l'on fasse la part des choses, parce que j'ai suivi même Monseigneur, le cardinal Ambongo, qui évoque une question qui n'a pas sa lieu d'être. Moi, je pense qu'au niveau de l'Église, par exemple, vous avez des juristes avérés. Je me rappelle encore que le bâtonnier Matadi Wamba disait qu'il était l'avocat de l'Église catholique sous Laurent Monsego. Et l'Église catholique a des juristes, a des sociologues, a des éminents savants, qui pouvaient faire une analyse froide sur les questions évoquées par l'initiative de projet de loi de Noël Tiani. Alors, c'est hasardeux, c'est très dangereux de voir le prélat catholique faire une sortie médiatique telle qu'elle. Au lieu de dire ce qu'il y en est, il dit autre chose. Je voudrais dire quoi par là? Je voudrais dire tout simplement que la loi, le projet de loi initié par Noël Tiani ne porte pas sur la nationalité. Ce n'est pas une loi de congolité. Quand on évoque la question de la congolité, on voudrait tout simplement dire qui est congolais et qui ne l'est pas. Et ici, la Constitution a été claire et dit est congolais celui qui est né des pères ou des mères. D'ailleurs, c'est la conséquence logique de la question que pose cette proposition-là, parce qu'elle pose la question de verrouillage à l'accession à certains postes. Ces verrous fonction de souveraineté. Il faut encore le renforcer. Est-ce qu'il y a du mal à le renforcer? Non. Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi on accepte que soit congolais, celui qui est né, qui accède à la fonction présidentielle, soit celui qui est né. Attendez un peu, s'il vous plaît. Celui qui est né, qui est congolais d'origine, et les Congolais non d'origine n'accèdent pas à la fonction présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut protéger? Et pourtant, je peux, moi, adopter un enfant tout blanc, il devient congolais, mais cet enfant-là, vous allez voir, parce qu'il n'est pas congolais d'origine, n'est pas accédé à la fonction du président de la République. Et pourtant, cet enfant peut naître, je peux l'adopter à l'âge de 5 ans, ou moins que ça, il apprendra mes us, il apprendra mes coutumes, et pourquoi il ne pourra pas devenir? Parce que si l'on veut parler de la discrimination, cette loi déjà en soi, même cette proposition-là de dire que est congolais président de la République,
est candidat président de la République, c'est lui qui doit être congolais d'origine, constitue déjà en soi une discrimination. Là, vous parlez de la conditionnalité actuelle, en vigueur. Tout à fait. C'est déjà une discrimination. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas accéder. Prenons-en par exemple le cas de Congolais. Prenons moi par exemple, n'allons pas loin. Je suis Congolais des pères et des mères, d'arrière-grands-parents. Mais je ne passe 100 000 $ en termes de caution pour éventuellement accéder à la fonction ou être candidat président de la République. Et donc, je voudrais tout simplement dire que sous d'autres cieux, comme en République démocratique du Congo, la discrimination, elle est normale lorsqu'elle est positive, elle tend à préserver des questions aussi sensibles telles que les questions de la souveraineté et surtout des institutions telles que l'institution président de la République et d'autres postes régaliens. Je suis d'accord avec vous que de toute façon la loi a toujours un degré de discrimination. Allez-y. Je voulais nous faire un voyage dans le temps. Allez-y. Sous Mobutu, cela existait. Oui. D'ailleurs, pour être parmi les conditionnalités pour accéder à la fonction du président du mouvement populaire de la Révolution, qui en soi était aussi le président de la République, l'une des conditions était que c'est l'article 7, si je ne m'abuse pas, l'article 7 de l'ordonnance dont l'intitulé j'ai oublié, vous pouvez trouver sur le net. Cet article dit: pour accéder à la présidence du mouvement populaire de la Révolution d'office, président de la République, il faut être congolais des pères et des mères. Mais les mères sont évoluées, maître. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je suis d'accord avec vous que la loi porte toujours une dimension. Vous voulez me dire qu'à cette époque-là, les métissés n'existaient pas? Si, les métissés existaient. Qu'est-ce qui a évolué alors? Qu'est-ce qui a évolué? Ce qui a évolué aujourd'hui, c'est que la question de la nationalité transcende les frontières. Non. Simplement... Vous n'y êtes pas toujours. Oui, allez-y. Vous n'y êtes toujours pas. Allez-y. Vous revenez sur la question de la nationalité. Oui, et pourtant, il n'en est pas question. Je reviens dessus. Non, mais je reviens dessus. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi plutôt. Je reviens dessus parce que les conséquences d'un tel questionnement de l'origine, ou dirons des pères et des mères, renvoie à la définition de la nationalité. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez-y. Vous parlez vous-même des conditionnalités pour accéder à la fonction présidentielle. Évidemment. Ça ne veut pas dire que des conditions pour accéder à la nationalité congolaise. Pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes dans deux cas différents. Nous ne parlons pas de la nationalité. Nous parlons des conditions pour accéder. Qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être un homme. Qu'est-ce qu'il faut être? Il faut avoir une grosse tête. Ça, c'est une condition, mais qui ne fait pas de nous moins humains. Nous sommes humains ou moins congolais. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, par exemple, un être humain, on dit il y a la race noire, la race rouge, et tout ce que vous voulez, jaune, et tout ce que vous voulez. Pas du tout. On est tous humains. Ok? Nous sommes tous congolais. Maintenant, quelles sont les conditions pour accéder à des conditions régaliennes de souveraineté? Je voulais dire ceci. Vous savez, la règle de droit, nous disons qu'elle doit être la réalité d'une société donnée. La question fondamentale est celle de savoir c'est quoi la réalité de notre société. C'est important. Cette affaire existait, ok? Cette affaire de la congolité existait sous Mobutu. On dit, ils vous diront combien nous avons été infiltrés. Certes, c'est vrai que nous avons été infiltrés par Bisengimana. Et Bisengimana a influencé des décisions qui allaient dans le sens des populations rwandaises. La question de Banyamulenge. En 1971, Mobutu, influencé par une femme, Tutsi, et Bisengimana, a pris une ordonnance portant octroi des nationalités au groupe, comment dire, Tutsi. Ok? Mobutu s'est ressaisi 10 ans après, en 1981, par les parlements, on retire cette ordonnance-là. Vous voyez ça? Évidemment. Les parlements ira même très loin. Qui a été, excusez-moi, je voudrais relever un fait. Qui a pris la décision influencée par l'étranger? Ça veut dire que c'était Mobutu, des pères et des mères. Ok? Arrivé en 81, qui a influencé de manière à ce que l'on retire? C'est en fait, c'est Mobutu qui a influencé, qui a levé l'option. Ok? Toujours Mobutu, des pères et des mères. C'est déjà une garantie pour éventuellement savoir que quelqu'un qui est des pères et des mères, c'est disant que gêner des nations, que la République démocratique du Congo puisse aller dans ce sens-là. Je voudrais, excusez-moi, laissez-moi le temps vraiment de ressortir quelque chose. En tout cas. Je voudrais ressortir quelque chose d'important ici. On arrive en 1997. Qui nous amène Laurent Désiré Kabila? Mais c'est le Rwanda. Le Rwanda, quand il arrive avec Musée Laurent Désiré Kabila, on fait un tabula rasa. On enlève toutes les lois de la République et les pays étaient dirigés par la volonté d'un individu. Il n'avait ni de référé
du point de vue des textes, parce qu'il n'avait pas de constitution, il avait ce qu'on appelait les décrets 003. Il prit un décret et ces décrets, c'était sa volonté et il gérait les pays tels quels. Pourquoi? Parce qu'on a fait un tabula rasa. Ces Congolais, des pères et des mères, a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il a levé des options qui allaient dans le sens de la République. Ils partirent, nous eûmes Laurent Désiré Kabila, des nationalités douteuses. Entre nous soit dit. Les gens vont dire, ben, écoute, qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai rien inventé, je ne suis pas le professeur Ngoyi Mukena qui vous dit que Joseph Kabila, lui, il lui a octroyé l'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il a fabriqué, la descendance de Joseph Kabila. Ah bon? Oui. Le professeur Ngoyi Mukena, que moi j'appelle des tristes mémoires. Pourquoi je le dis des tristes mémoires? Parce qu'il a cautionné, il était vivant, il a accepté, il a fabriqué quelque chose qui nous a causé du tort. Au-delà de ça, aujourd'hui Moïse Katumbi qui se retrouve avec Joseph Kabila et consorts, rappelez-vous, il y a une vidéo qui circule où Moïse Katumbi qui dit Joseph Kabila, posez la question à Joseph Kabila, quand ils sont venus avec l'AFDEL, il avait quel passeport? Il était de quelle nationalité? D'ailleurs, sa prétendument sœur, Jeannette Kabila, a dit, du haut du tribune du Parlement, de l'Assemblée nationale, où nous avons été au service national, nous avons appris les services militaires, et c'était pour servir la nation. Et il ne faisait pas, ou elle ne faisait pas allusion à la nation congolaise, mais plutôt il faisait allusion à la nation tanzanienne. Donc allez-y comprendre, il y a des éléments qui sautent aux yeux comme ça. Vous n'êtes pas non plus sans ignorer que le président du Parlement, en fait un député du Parlement européen, a dit clairement que Joseph Kabila était un Rwandais qu'on a pris et placé à la tête de la République démocratique du Congo parce qu'il était manipulable. C'est justement... Laissez-moi soulever ces éléments. Excusez-moi à chaque fois de... Je sais où je vais en venir. Allez-y. Je peins d'abord ces tableaux-là pour démontrer à l'opinion que nous avons intérêt à soutenir cette loi. Et d'ailleurs, lorsque je le dis ainsi, il n'y a pas longtemps ici, Alain Juillet, qui est un ancien amiral, il était chargé de la géostratégie de l'OTAN, a fait une déclaration pour dire que Joseph Kabila était un Rwandais qu'on a placé à la tête de la République démocratique du Congo pour éventuellement, exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Quels sont les actes que Joseph Kabila, Rwandais, a posés qui vont en défaveur de la République démocratique du Congo? Acte 1. Il était prévu à Santiti, lors de l'accord global inclusif, que nous puissions intégrer et brasser les Congolais. Nous y avons accepté aussi. Nous, quand je dis ici, je fais allusion au feu Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Qui a pris part à ces Il a pris part au dialogue intercongolais et il a signé et accepté les brassages et mixages des troupes rebelles au sein de FARDC. Évidemment. Mais sous une condition. La condition était que l'on devrait identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Ok? Kabila, président de la République, il y va outre. C'est-à-dire qu'il refuse de faire appliquer cette condition-là. Donc vous dites là qu'il opère pour les intérêts des officines étrangères. Dites-le ouvertement, rwandaises. Rwandaises. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il va s'en suivre que j'ai été avec Yolama, une parenthèse, Yolama qui est connu de tout le monde, qui est un cadre du PPRD. Au cours d'une émission, il dit ceci. On nous a imposé d'intégrer les Rwandais au sein des FARDC. Yolama est encore vivant. Il a fait cette déclaration-là. Ok? C'est grave comme révélation que vous êtes en train de faire. Mais... Non, mais je vous dis. Ok? Et il l'a dit tel quel. Je suis revenu là-dessus, il n'a jamais été contesté. Un Congolais des pères et des mères, pouvait-il accepter à ce que le Rwanda, qui soit tel quel, qui soit envieux de richesses de la République démocratique du Congo, non seulement des richesses, mais aussi de nos terres, puisse accepter pareille chose?
Je ne crois pas, je ne pense pas, puisque la preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons un Congolais qui est des pères et des mères, ok, mais qui ne l'accepte pas. Il vous dit même pas un iota du territoire national. Et niet au mixage et brassage. C'est d'ailleurs une recommandation qui est venue encore d'un homme, des pères et des mères, président de l'Assemblée nationale. Venu de l'Assemblée nationale, la recommandation est que pas de mixage, pas de brassage. La non-identification des Congolais a permis à ce que l'on puisse admettre n'importe qui au sein de la République démocratique du Congo, et la conséquence, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Acte 2, posé par Joseph Kabila. L'accord avec le CNDP qui a été signé en 2009. Qui consistait à comment dire, c'était vraiment, c'était ça la balkanisation, hein, la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que nous n'avions plus, selon ces textes-là, nous n'avions l'article 8 de cet accord-là, nous n'avions plus le contrôle de ces terres-là. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de recruter librement les militaires. Ils avaient le droit d'administrer les territoires, de nommer les chefs coutumiers. Choses qui n'ont jamais été accordées. La qualité de zone sinistre du Kivu n'a jamais été accordée par le gouvernement via l'accord de CNDP. Mais du moment où... Disons le chose, rétablissons les faits. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. La preuve, à la tête du CNDP, je pense à l'époque le colonel Laurent Kunda Batouaré, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, a fui parce qu'il était menacé de faire la prison ici. Et il est rentré d'où il venait. Pour dire à un moment donné, moi, vous dites le colonel, mais vous oubliez Mwanga Tchouchou que nous avons arrêté aujourd'hui. Il a été le président du CNDP. Oui, mais si on veut parler de Mwanga Tchouchou, on va notamment inclure l'idée de président. Vous êtes venu, vous l'avez trouvé. Il s'est dit d'ailleurs que vous avez quelquefois traité avec lui. Mais là, non, vous allez revenir. Vous venez de faire... Excusez-moi s'il vous plaît. Vous allez revenir. Permettez-moi de poser une question. N'est-ce pas là justement la démonstration que vous êtes en train de faire? N'est-ce pas là justement le danger d'une telle proposition? Parce que vous-même là, vous venez en fait de nous démontrer cette dangerosité dans le sens où vous allez vous questionner sur la nationalité d'origine des gens, des anciens présidents et consorts dont on n'a vraiment pas les preuves. Aujourd'hui, on accuse Kabila. Kabila, il est qui finalement? Rwandais, Tanzanien? De quelle nationalité est-il porteur finalement? Ne faisons pas d'amalgame parce que nous risquerons de nous perdre. Nous faisons d'amalgame et nous risquerons de nous perdre. Est-ce qu'on a encore le temps? Écoutez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Nous parlons de verrouiller les fonctions régaliennes, les fonctions de souveraineté. Et nous disons ceci. Mais vous avez posé le problème de la nationalité aussi. Quand vous parlez de Mouzé de Joseph Kabila. Je vous ai dit. Vous parlez de la nationalité. Je ne suis pas en train de me contredire. Allez-y. Si vous voulez une question sur la nationalité, on reviendra. Mais ici, nous parlons du verrou. J'ai dit, je prends à titre illustratif. J'ai commencé avec Mobutu. J'ai dit qu'il était congolais des pères et des mères. Et les actes qu'il a posés, d'ailleurs, l'unité nationale, nous les devons aujourd'hui à Mobutu. Qu'est-ce que Kabila nous a laissé? Il nous a laissé les institutions. Pardon? Il nous a laissé les institutions. Ils n'ont pas trouvé des institutions quand ils sont arrivés ici, avec l'AFDEL. En bon? Pardon, non, je parle de Joseph. Non, mais Joseph, c'est la succession normale de l'AFDEL. Je parle de Joseph quand il arrive en 2001, on n'avait pas Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle de Joseph. Comment Kabila est arrivé au pouvoir? On a prétendu une lettre testamentaire de Mouzé, n'est-ce pas? Donc, Joseph est la succession normale de Mouzé. Comment ils sont arrivés? Ils ont trouvé des institutions en place. Ils ont préféré faire un tabula rasa. On ne peut pas prétendre qu'ils ont... Ils sont arrivés par la rébellion. Donc, je suis d'accord avec vous qu'ils ont fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous faites ça, moi je m'en réjouis parce que vous me ramenez en arrière et ce sont des choses qui sortent dans ma tête comme ça. Oui, allez-y. Est-ce que lorsque l'AFDEL est arrivé en République démocratique du Congo, avions-nous réellement besoin d'une rébellion? Pas du tout. Mais nous étions dans un processus de démocratie. De tout le temps, aucun forum, aucune assise n'a réuni toutes les couches de la République, si ce n'est que la rencontre de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que c'était l'expression clairement définie des populations. La question est de savoir pourquoi lorsque Mouzé est arrivé... C'est surprenant que les deux pensent... S'il vous plaît. Que vous, en tant que fils idéologique de Tiens Exil, vous pensez comme ça.
Excusez-moi. C'est surprenant. Excusez-moi. Ça doit vous surprendre parce que le combat même attendez un peu, c'était le combat de la démocratisation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais alors, c'était comment dire, le combat de la démocratisation sous Mobutu. Mais la conférence nationale souveraine, nous l'avons toujours défendu, nous l'UDPS. Lorsque Tshisekedi disait retournons au cadre juridique, rentrons au cadre juridique. Mais c'était pourquoi? Parce qu'il y avait des acquis qui permettaient à ce que l'on puisse consolider l'État. C'est-à-dire que moi, en tant que Tshisekedi pensait être boycotté par Mobutu. Non, pas du tout. Ça s'est passé en 92. Non, Mobutu est resté jusqu'à 97. Laissez-moi vous On aider. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi aider l'opinion. Allez-y. Vous vous souviendrez que quand l'AFDEL entrait, c'est toujours dans le cadre des acquis de la CNS. Ok, c'était pendant la transition, ok, que l'acte constitutionnel prévoyait du feu président Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Évidemment. Alors, lorsque nous disons retournons dans le cadre juridique, parce que nous avions l'acte de la transition qui définissait comment est-ce que les pays devaient fonctionner. Dès qu'ils arrivent, ils font un tabula rasa, ils mettent tout de côté, ils suppriment tout ce qu'il y avait comme loi. Tout ce qu'il y avait comme suppression. J'ai dit raison pour laquelle il dirigeait les pays sur fond d'une volonté... Alors, disons que Joseph Kabila a reconstruit ce que son père avait détruit. D'ailleurs, si vous dites ça... On peut le dire. Si vous dites ça... Donc, c'est une contribution, peu importe. Non, peu importe. Moi, je veux... Merde, excusez-moi, on doit avancer. Je vous comprends. Oui. Nous nous écartons d'ailleurs du sujet, mais qu'à cela ne tienne, je veux vous aider. C'est très intéressant. Est-ce que vous imaginez que le pays était balkanisé en 3 grandes parties lorsque Kabila a commencé à diriger? Et la personne qui a recollé le morceau, c'est Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. Ah bon? Oui. Et comment? Lorsque l'accord du Cascade a été signé par Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, représenté Jean-Pierre Bemba, c'est lui qui représentait le MLC, le mouvement rebelle, et vous aviez Joseph Kabila qui était représenté Vital Kamerhe. Ils sont allés signer l'accord à l'hôtel des Cascades. Ils ont dit, nous sommes entendus, nous allons nous mettre ensemble, et que les RCD Goma étaient restés de l'autre côté. C'était la balkanisation. C'est Tshisekedi que l'on a traité de tous les mots, d'être allé vers le rebelle. C'était pour mettre le Congo ensemble qu'il a entrepris cette démarche-là. La démarche qu'on a intitulée Alliance pour le sauvegarde du dialogue intercongolais. Donc c'est partant de cette réalité-là, que nous sommes tous rentrés à Saint-Titi pour éventuellement signer l'accord global inclusif qui a donné la Constitution. Vous me dites que c'est à lui que revient la paternité de l'inclusion donc de ces groupes, on va se le dire, rwandais, je crois avoir répondu à cette question. À la vie politique congolaise. Je crois avoir répondu. C'est pas un mérite que je sache. Je crois avoir répondu à cette question en vous disant ceci. Que nous avons tous signé, avons accepté les mixages et les brassages des rebelles au sein des institutions de la République. Mais nous, UDPS, avons posé une condition et cette condition a été acceptée. C'est-à-dire que nous devions identifier, c'est-à-dire que nous, l'UDPS, nous ne faisons pas les choses au hasard. C'est-à-dire bien réfléchi et mise en œuvre. Et d'ailleurs, lorsque je le dis tel quel, c'est dans la pratique que celui qui devait, comment dire, appliquer les résolutions de Saint-Titi ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Joseph Kabila, qui devait faciliter l'identification des Congolais, ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il ne l'a pas du tout fait. Maître, Et donc je voudrais tout simplement dire, allez-y. Je vais vous poser cette question. Les groupes, on va le dire comme ça, des populations rwandaises qui ont immigré au Congo à 57. On connaît les débats de la nationalité autour de ça. Vous avez fait mention de l'ordonnance de 74 et de 81. On va 71, 71, 70, oui, et 81, excusez-moi. Donc, aujourd'hui qu'on appelle les Banyarwanda, les Banyamulenge, si on veut. Ceux qui se sont déplacés suite au génocide rwandais en 94, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que ces gens-là, leurs enfants, sont des Congolais, des pères et des mères? Nous nous écartons d'abord du sujet, mais je réponds. Oui. Nous nous écartons du sujet parce que nous évoquons la question de la congolité et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais je vais quand même rester pour éclairer l'opinion sur cette question-là. Il y a eu plusieurs déportations, des populations pour cause de main-d'œuvre, déjà en 1930 et aussi en 1959. 59. Oui. Ok. Ces déportations ont eu lieu. Mais lorsque vous arrivez en République démocratique du Congo en 1960, vous lisez la Constitution, on dit « et Congolais d'origine ».
celui dont les tribus ont été retrouvées en 1960, ok, avant les découpages. Ok. Donc, nous soyons que, disons, ceux de 57 étaient là avant 60. Est-ce que vous avez compris? Oui. Les tribus congolaises sont identifiées de manière claire et précise. Les tribus congolaises sont... je suis du Kasaï central, je suis Loloua et je parle Loloua. Les langues de chez nous sont les langues sur lesquelles on a tiré les noms des tribus. Lorsque vous nous dites Banyamulenge, est-ce que ce sont des Congolais d'origine? Je dirais non. Est-ce que nous en avons fait des Congolais? Je dirais oui. Nous tous, lorsque nous nous sommes retrouvés à Santiti, nous avons l'inclusivité était cet aspect des choses-là. Donc, pour mettre fin à cette bourde qui avait été commise, c'était maintenant la question de l'identification des Congolais. Vous avez inclus, oui. Mais qui avez-vous inclus? C'est partant de l'identification des Congolais qu'on allait résoudre le problème. Aujourd'hui, l'identification n'est pas faite. On a donc décidé comme ça, admettons ce que vous dites, par erreur ou la volonté de Joseph Kabila, j'admets vraiment ce que vous dites, on en est où on en est. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'un fils, un descendant de Banyamulenge ou de Banyarwanda de 57 peut-il, en réfléchissant à la logique de la proposition de la loi Tiani, peut-il devenir président de la République démocratique du Congo? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème d'infiltration? On a résolu les problèmes d'infiltration. Laissez-moi évoluer, sinon vous risquerez... Je vous laisse le temps. Laissez-moi le temps. Finissez, on va passer laissez-moi le temps d'évoluer, je vais vous démontrer une chose. Je vous prends le fils, monsieur Ndundu Bolongo, José Ndundo Bolongo. Vous connaissez certainement? Oui, je le connais. Voilà. Ndundu Bolongo est né d'un père blanc et d'une mère de l'Équateur. De l'Équateur. Ndundu Bolongo a une fille qu'on appelle Linda. Cette fille-là, déjà, Ndundu Bolongo devient congolais d'origine. Du fait de sa mère. D'avoir une mère congolaise. Voilà, parce qu'il est congolais d'origine du fait de sa mère. Mais selon la loi Tiani, il ne peut pas accéder à la fonction présidentielle. Mais la fille de Ndundu Bolongo, qui s'appelle Linda Ndundo, ok? Elle est congolaise du fait de sa mère, qui est une métissée, qui a choisi aussi la nationalité congolaise, et du père qui a choisi aussi la nationalité congolaise d'origine. Donc, elle est de père et de mère. Tout à fait. Mais lorsque vous la regardez, c'est une métissée. Donc, c'est-à-dire que la question évoquée par le professeur Noël Tiani ne concerne pas les métissés. Et d'ailleurs, cette question-là règle aussi un souci fondamental de Moïse Katumbi. Prenons le cas Moïse Katumbi Chapwe. Il est né d'un père italien, d'une maman entre guillemets congolaise. Ah, vous mettez encore... Je mets encore entre guillemets parce que selon ce que j'ai appris, Moïse Katumbi, partant de son grand frère KTB Katoto, lors du décès de la maman de KTB Katoto, les gens sont surpris de voir la maman de Moïse Katumbi, qui était la bonne de monsieur Katumbi, grosse. Et que cette maman-là était zambienne, de la même tribu, puisqu'en fait, lorsqu'on découpe les frontières, ce sont les tribus qu'on peut retrouver ici et de l'autre côté. Ça nous ramène vraiment à refaire la généalogie des gens. En fait. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est décent pour une République? Non, attendez un peu. Non. Est-ce que c'est décent? Est-ce que, pardon? Est-ce que c'est décent pour une République? Nous qui avons des problèmes sérieux, est-ce que vous savez ce langage ici, c'est langage ici. Non, ne dites pas ça. Allez-y. Excusez-moi de vous poser cette question. Vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis Mbunza. Mbunza, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez accepter qu'un Louloua comme moi devienne chef coutumier chez vous? Pourquoi pas? Ah bon? Quel est le problème? Oh là là. Quel est le problème? Vous savez pourquoi l'homme blanc nous a facilement colonisés, différemment des Asiatiques? C'est à cause de ça. Vous avez des valeurs en tant que Mbunza à préserver qui ne sont pas les miens, que je ne tolère pas. Si jamais vous avez grandi dans notre environnement non, et qu'on a fait de vous un non, il y a un problème.
Il s'agit de préserver vos valeurs à vous. Définitivement, les valeurs sont-ils liées à la nationalité en tant que condition, excuse-moi, juridique, ou à la nationalité en tant que condition sociale? Ça veut dire que quelqu'un peut bien s'insérer socialement et devenir de cette nationalité, maître. Pourquoi En on ne peut 1978, pas accepter ça? en 1978, Oui. nous avons eu un vice-ministre des Affaires étrangères métissé, d'origine portugaise. Nous sommes allés, en fait, le Portugal était en guerre contre l'Angola, plutôt la guerre en Angola. Oui. Il y fallut que nous recevions de l'aide venue de l'étranger pour la République démocratique du Congo. OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que cet homme-là prenait tout ce que nous recevions comme aide, il l'envoyait au Portugal pour faire la guerre. Mais il est corrompu, c'est lui le problème. Ce n'est pas la nationalité le problème. Je vous prends encore un autre... Pardon? Parce que les cas que vous prenez, on va vous prendre en opposé les cas de Mamadou Ndala. On va vous prendre en opposé les cas de plusieurs qui ont accepté la nationalité congolaise et se sont donnés pour la République. Mamadou Ndala est un héros. Et alors? OK? Et il a été tué comment? Par un non-congolais qui n'était pas content de ce qu'il faisait. C'est-à-dire Joseph Kabila, ils ont... Moi, je trouve que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est dangereux comme ça d'aller en plein dans la vie des gens et refaire des généalogies. J'ai comme l'impression que ça va servir un peu à séparer parce que... Pas du tout. Ne craignez rien par rapport à ça. Ça existait sous Mobutu et l'unité nationale, c'est ce qui fait que nous tenions encore aujourd'hui. Si l'aboutissement effectif de la balkanisation tarde à venir parce que le Congolais de l'Est, lorsqu'il est tué, moi qui suis au centre, voilà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un Congolais des pères et des mères nous a appris qu'on pouvait prendre un Kondeville à Kikanda, originaire du Bas-Congo, faire de lui gouverneur à Kivu. Ça, c'est une politique d'intégration intérieure, d'intégration sociale. Non, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que, vous savez quoi, lorsqu'on dit du président de la République, c'est lui qui donne l'impulsion de comment les choses doivent être gérées. Mais lorsque vous êtes à la tête du pays, vous savez, le président Tshisekedi a dit ceci. Il dit, les Congolais qui sont des pères et des mères ont amené le Congo où il est. On s'est servi de Congolais, des pères et des mères, qui, corrompus, qui pouvaient facilement arriver à favoriser le plan de la balkanisation, les plans de comment dire, de bradage de nos richesses. Je vous rappelle, excusez-moi, pourquoi le président a une opinion et que moi je n'ai pas, que je ne dois pas soutenir. Est-ce que vous savez que non, le président Tshisekedi, entre nous soit dit, le président Tshisekedi est libre d'opinion. Je ne suis pas censé suivre le président Tshisekedi. Il est le premier des Congolais d'entre nous, il est le garant des institutions, il ne porte pas une parole libre, non. C'est ça le problème. C'est ça. En fait, voilà, c'est ça en fait. Cette interview-là, vous la mettez... C'est ça la beauté. Cette interview-là, vous la mettez... C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de l'UDPS. C'est ça la beauté de l'UDPS. Raison pour laquelle... Cette interview où le président dit ne pas être d'accord, vous la mettez sur le plan d'une opinion personnelle? Tout à fait. Ou en tant que... Le président, non. Le président doit une opinion. Le président Tshisekedi doit une opinion. Raison pour laquelle je disais que c'était ça la beauté de l'UDPS. À l'UDPS, lorsque vous tenez une opinion, lorsque vous n'êtes pas convaincu... J'ouvre une parenthèse. On peut refaire la généalogie du chef de l'État. Oui, allez-y, faites la généalogie du chef de l'État. Non, faites-les. Vous dites que... Voilà, prenons ce que l'on dit. Non, n'entrons pas. Non, on va entrer dans ça. On va entrer dans ça. Puisque j'étais en train de vous soulever quelque chose d'essentiel dont vous n'aviez pas voulu, que vous ne me laissez pas m'exprimer. Je voudrais dire ceci. L'UDPS est né sur fond d'une conviction que les choses doivent changer. L'UDPS est un état d'esprit. C'est-à-dire, lorsque vous ne partagez pas l'état d'esprit de l'UDPS, vous partez. C'est-à-dire que vous tuez vous-même, d'ailleurs, j'allais dire. Le président Tshisekedi a émis une opinion. Nous ne sommes pas... À l'UDPS, nous ne sommes pas des oui-wistes. À laquelle vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne me dédie pas. Je ne dévie pas non plus. Je ne suis pas d'accord avec le président qui pense que on ne doit pas revenir sur la question des pères et des mères ou soit par rapport à la question de la loi Noël Tiani.
Ok, je ne partage pas cet avis-là. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir cette loi. C'est ça, en fait, la liberté d'expression. C'est ça même l'exercice de la démocratie. Raison pour laquelle, lorsque vous avez posé la question de savoir qu'à l'UDPS, ça n'allait pas, je vous ai dit non. À l'UDPS, les gens s'expriment librement. Mais nous respectons les statuts. Vous voyez ça? Oui. Et ici, la liberté d'expression est reconnue. Je suis, moi, censé défendre une position que j'estime être logique. Pourquoi? Raison pour laquelle je défends cette proposition de loi Tiani. Et j'étais en train d'évoquer... Vous dites qu'il faut refaire... Terminer comme ça, on passe au deuxième sujet. Oui, vous dites qu'il faut refaire soit la généalogie des gens, s'il faut réserver notre histoire, s'il faut réserver... Vous savez, lorsque je suis... s'il faut suivre ce que vous dites, c'est-à-dire que on n'aurait pas à suivre ce que fait Thomas Lohaka chaque fois qu'il est en train de passer sur la radio Top Congo, parce qu'il nous rappelle d'où nous sommes venus. Lorsque vous dites ça, c'est parce que... l'histoire d'un peuple. Pardon? Il refait l'histoire d'un peuple. Oui, l'histoire d'un peuple. Un peuple. Nous faisons partie d'un peuple. Nous faisons partie d'un peuple. Un peuple, ce n'est pas que la géographie. Un peuple, ce n'est pas que la nationalité en tant qu'acte d'acquisition. Mais un peuple, c'est aussi un projet civilisationnel. Ça veut dire on peut venir d'où l'on veut et intégrer un projet civilisationnel et devenir. Vous êtes incorrompu. Maître. Par la conception, vous êtes incorrompu par la conception occidentale des choses. Devenir membre. Voilà ce qu'il y a. Vous dites que attention à ce que vous dites est dangereux. Nous cessons d'exister comme nation, ok, lorsque nous ne savons pas quelles sont nos origines. Parce que lorsqu'on dit, s'il vous plaît, mais c'est pour autant qu'il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte à ceux qui s'identifient à nous, à ceux qui veulent être comme nous. Attention, qui vous a dit qu'on leur a fermé la porte? Quand vous dites est-ce que vous savez, pas de père et de mère, est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de, lorsqu'on parle du traite des esclaves, ok, qui en était ou quel est le nom qui a toujours été cité? Très souvent, on parle des typo. Qui était typo? Un arabisé. Vous pensez qu'un chef, ok, aussi influent qu'il a été, congolais de père et de mère, pouvait faciliter la traite des esclaves? Pas du tout. On va s'arrêter. Écoutez, non, c'est une question importante. Évidemment. Qui requiert à ce que nous puissions prendre des émissions qui prennent des heures et des heures pour en parler. Je sais que ce qui vient après, excusez-moi. Promettez-moi de revenir pour qu'on en parle. Je suis très ouvert. Je voudrais juste que vous promettiez au téléphone. Non, il n'y a pas de problème. Revenir. Je suis très disponible, donc il suffit seulement de nous accorder. On va s'arranger. On va revenir vraiment pour s'étaler longuement. Permettez-moi donc, par ces propos, de passer, parce qu'on attend... Laissez-moi conclure quand même sur cette question. Conclure. Voilà. Je voudrais conclure en disant ceci. Tout Congolais qui aime la République démocratique du Congo, tout Congolais qui est soucieux du bien-être de la République démocratique du Congo, ok, se doit de soutenir ces projets de loi. Un élément, parce que vous aviez évoqué d'une manière ou d'une autre, les gens évoquent souvent Moïse Katumbi, on dit parce que Moïse Katumbi ceci, Moïse Katumbi. Moi, je vous informe que Moïse Katumbi n'est pas concerné par ces projets-là. Pourquoi Moïse Katumbi n'est pas protégé? Il peut être candidat à la présidentielle? Non, pas du tout. Il doit d'abord régulariser sa situation. Souvenez-vous que sous Kabila, Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a fait cette déclaration pour dire que non, Moïse Katumbi avait la nationalité italienne. Et lorsque vous lisez Jeune Afrique a dit ceci, qu'en 2015, un certain Moïse Katumbi a renoncé à la nationalité italienne. Ok? Il faille à ce que Moïse Katumbi mais vous lui avez donné un passeport. Lorsque vous lisez la loi portant, la loi du 4 juillet, lorsque vous lisez la loi du 4 juillet portant... quand on lui refusait... Laissez-moi répondre, je suis en train de répondre. Vous qui étiez à ses côtés pour combattre. Est-ce que je peux répondre? Pour dire que c'était discriminatoire. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Ok. Concluons vraiment. Lorsque vous lisez la loi du 4 juillet 2014 portant sur la nationalité congolaise, ok? L'article 40, si je ne m'abuse pas, dit ceci, que la nationalité congolaise n'est pas certifiée ou attestée par un passeport. C'est certifié par un certificat de nationalité. Ok? Vous ne pouvez pas prétendre qu'on octroie la nationalité en donnant le passeport à une personne. C'est un titre de voyage. Vous n'allez pas me dire que le président Tshisekedi a donné la nationalité à Jean-Claude Van Damme. Non, pas du tout. C'est un passeport congolais. Il a eu une mission précise, on le lui a donné. On a donné le passeport
à Moïse Katumbi pour qu'il revienne au pays et régularise la situation. D'ailleurs, le président Tshisekedi l'a dit plus d'une fois. Lors de ces différentes interviews, il a dit, nous l'avons fait pour qu'il revienne au pays, qu'il régularise sa situation. Donc, n'imputez pas abusivement pour dire que l'on aurait donné la nationalité. Non, pas du tout. Que Moïse Katumbi Tchapoué puisse éventuellement revenir vers nous, nous brandissant parce qu'il s'agit de lui, la lettre qu'il aurait adressée au gouvernement de la République et la décision qui s'en est sortie. Il peut avoir une décision du Conseil des ministres ou soit un décret lui permettant de recouvrer la nationalité congolaise. Il s'agit de notre sort. Il s'agit des terres que moi, Richard Mpinda, ici, que je devrais laisser à ma progéniture. Je ne voudrais pas voir mes enfants et petits-enfants esclaves d'un individu ou de qui que ce soit qui n'aurait rien à voir avec le Congo. D'ailleurs, prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Vous parlez de la discrimination. On a l'impression on veut nous faire croire que tout celui qui naît sur le sol américain est d'office accessible à la fonction du président de la République. Mais c'est faux. Parce qu'il y a une exception, une des conditionnalités qui fait que tout celui qui naît sur le sol américain ne le soit pas. La loi américaine voudrait que l'on puisse avoir vécu 15 ans sur le sol américain. Que ses parents aient vécu aussi 15 ans sur le sol américain. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant, moi ici, je prends mon épouse qui tombe enceinte, je vais avec aux États-Unis, elle accouche là-bas, ça ne fait pas de mon fils qui revient évoluer ici, candidat président américain. Vous voyez ça? Mais pourquoi nous, on ne poserait pas des conditions pour préserver nos cultures? Parce que les Américains, en le faisant, ils préservent leur culture. Vous voyez ça? Et donc, je dirais tout simplement que la question qui est ici, terminé par là, la question dont ici, ne va pas nous diviser. Parce que déjà, nous sommes divisés, nous, en nous-mêmes. Parce que moi, je suis de l'UDPS, l'autre est du MLC, l'autre est de l'ensemble. Tout à fait normal. Tout à fait normal. La division dont il est question ici, c'est l'exclusion. Non, Maître. Non. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On aura le temps. Donnez-moi 2 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 secondes, je n'en prendrai pas plus. Non, permettez-moi. Je n'en prendrai pas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi d'abord de reprendre la police débat. Je crois qu'on s'est promis avec vous. On va s'arranger. On va revenir. Je peux prendre 3 secondes. Je vais vous la donner. Je vais vous les donner. On va revenir. Permettez-moi vraiment, parce qu'on est en train de chuter. Le régime a fait signe. On va revenir sur la question de la loi, la proposition de la loi Tiani, en long et en large, et puis on va aborder la question de la nationalité. Mais je voudrais vous poser une autre question directe pour faire un peu la transition. Y aura-t-il élection à la fin de cette année 2023, comme la Constitution de la République démocratique du Congo le prévoit? Alors, il faut retenir que la Constitution prévoit 2 choses. La Constitution prévoit l'organisation des élections dans le délai de 5 ans, et la Constitution a prévu qu'une disposition ambiguë soit interprétée par la Cour constitutionnelle. Et on a déjà un arrêt. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, dont on a déjà un arrêt. Et l'arrêt dont question, à force de loi, elle est aussi applicable. Et ce qui voudrait dire que, à ce jour, nous avons 5 ans, arrivé au mois de décembre. Si les élections n'avaient pas lieu, nous avons la latitude de glisser. Et lorsqu'on glisse, on n'a pas besoin d'aller se retrouver pour dialoguer, non, pas du tout. Lorsqu'on glisse... Vous avez traité Kabila de tout le nom à cause de ces glissements. Aujourd'hui que vous dites ça, vous de l'UDPS, vous qui avez combattu 37 ans pour le respect strict de la démocratie, vous pensez vraiment que vous aspirez confiance à cette opinion? Alors, si vous me posez pareille question, j'aimerais moi vous poser la question de savoir, la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est le respect des textes. Oui, le respect de la règle. Pardon? Le respect de la règle, évidemment. De la reine. La règle. La règle. Évidemment. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, là, les présidents restent en place, là, n'est pas une règle. Ah, aujourd'hui, vous la respectez? Non, non, vous n'avez rien compris. Laissez-moi y aller. Laissez-moi vous aider à comprendre. Maître. Laissez-moi vous aider. Revenons dans le contexte je reste dans le contexte de 2016. Vous avez forcé vous un dialogue parce que vous ne vouliez pas entendre de cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Non, pas du tout. Répondez. Nous sommes en 2015. OK? En 2015, nous sommes allés au premier dialogue de l'OUA. Les gens ont tergiversé, ainsi ça n'a pas tenu. Par de suite, nous sommes allés au dialogue de la Cinco. Et à ce dialogue de la Cinco, nous y étions. Nous, UDPS, étions là. Bien sûr.
Le PPRD était là. Moïse Katumbi était là. Et vous avez même pris la primature. Moïse Katumbi, nous n'avons pas pris la primature. Ça, c'est un arrangement qui a été fait de Tu vas la manière de dont... l'UDPS. Non, il n'était pas de l'UDPS. Laissez-moi évoluer à l'essentiel. L'opinion doit savoir ce sur quoi nous évoluons, ainsi de suite, tout ça. Nous sommes allés, comme je le disais, au dialogue de la Cinco. Nous avons tous légitimé les glissements. Ah bon? Oui. Nous avons, nous, tous là, étant là, nous étant retrouvés, nous avons légitimé les glissements. L'UDPS a légitimé les glissements. Tout à fait. Vous croyez que je vais vous dire quoi d'autre si ce n'est que ça? Et par de suite, voilà maintenant où j'ai dit, l'arrêt n'est pas venu avant le glissement. L'arrêt est venu, et plutôt avant le dialogue de la Cinco. C'est venu après les dialogues de la Cinco. Les PPRD par Chadari est allé légaliser, formaliser ces glissements-là, où ils ont sollicité l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et donc, si vous dites que nous sommes en démocratie et que la démocratie, c'est le respect des textes, ok, Tshisekedi a par devers lui la Constitution de la République et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mieux encore, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ok, il est parmi ceux, comme moi, encore étudiant à l'université de Kinshasa, avions dit non à la Constitution actuelle. Pourquoi? Parce que nous avions pensé à l'époque que cette Constitution faisait du président de la République un monarque républicain. Nous avions pensé que cette Constitution était belligérante. Nous avions dit non. Pour autant. Pardon? Vous ne l'avez pas changé pour autant. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on peut dire que M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un monarque républicain, c'est un belligérant. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un quoi, monarque républicain quoi? Oui, vous avez dit vous avez dit quoi les mots? Non, mais on ne peut pas. Lui n'a pas été belligérant. La Constitution était le fruit des... En fait, c'était une Constitution de belligérants parce qu'on voulait les plaire. Ce n'est pas se de dire. Pardon? Que de devenir ce que vous avez refusé hier. Ce n'est pas se de dire. Est-ce que Tshisekedi est belligérant? Non, disons qu'il est monarque républicain. Non, mais si l'on dit, excusez, vous n'avez pas été d'accord avec ça. Vous risquerez de perdre, de nous faire perdre l'essentiel de ce qui doit être dit. Allez-y. Je voudrais dire... C'est juste que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre comment vous fonctionne. Vous vous efforcez de ne pas comprendre. Parce que c'est clair. La Constitution fait du président de la République un monarque républicain. Si nous l'avions dit hier pour Joseph Kabila, aujourd'hui nous le disons aussi pour Tshisekedi, il n'y a pas de problème pour ça. Il fallait d'abord modifier cette Constitution avant que vous n'entriez au pouvoir. Non. C'est ça la logique. Non. Vous ouvrez un autre débat. Vous ouvrez un autre débat. Fermons-la. Parce que vous vous écartez de l'essentiel de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Je voulais juste relever cela, mais fermons la parenthèse. Je voudrais dire ceci. Parce qu'on est en train de... Si on continue tel quel, nous allons perdre même la cohérence de l'émission. Parce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que pourquoi nous on se réfère à l'arrêt. Je suis en train de vous démontrer une chose. La loi, elle est impersonnelle. La loi ne doit pas être construite, j'allais dire, ou élaborée pour un individu. Quand vous faites des critiques impersonnelles également. Parce que dans le passé, vous avez fait des critiques autour de l'individu. Vous écartez de l'essentiel. Terminé parce qu'on est en train de chuter. Nous sommes en train d'évoquer une chose, vous nous ramenez sur... On est en train de chuter. Écoutez, attendez. L'émission est terminée. L'émission est terminée, mais chutez. Je vous donne l'occasion de chuter. L'émission est terminée, mais je vous donne l'occasion de chuter. C'est pas possible. Voilà ce que je suis en train de dire. Allez-y. Lorsqu'on ramasse des choses ça et là, on risquerait de perdre la cohérence, la consistance même de l'émission. La question que vous posez maintenant est en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Évidemment. Okay? Je suis en train de vous démontrer que la loi doit être impersonnelle. La loi qui a été conçue, c'est-à-dire que tout celui qui vient peut jouir de ces avantages-là. On pas taillé sur mesure de on avait taillé sur mesure. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui en jouit. Voilà. Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait de Tshisekedi un monarque républicain. La même chose qu'on a dit à l'époque de Joseph Kabila. Mais Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, vous dites qu'il devait changer de constitution. Pas du tout. Il a appliqué les lois qu'il avait par devers lui. C'est-à-dire, entre autres, la Constitution de la République. Oui. Mais pourquoi vous nous rappelez de comment on aurait critiqué lorsqu'il y a un arrêt qui existe? Parce et cet arrêt a été... Pardon? C'est votre histoire. C'est quoi ça? C'est lié à vous.
C'est votre parcours, c'est ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Non, vous ne comprenez rien. Terminez par là. La loi, c'est la loi. Je suis d'accord. Lorsqu'on est dans la loi, on n'est pas dans les émotions pour dire que non, vous aviez contesté. Je suis d'accord. Je vous ai dit ceci. Je suis d'accord. Nous n'avons jamais contesté cet arrêt-là. Nous avions plutôt contesté les glissements. Et les glissements a été légitimé par nous et les autres lorsque nous nous sommes retrouvés au dialogue de la Cinco, voire même l'Église catholique. Oui. Lorsque nous sommes aujourd'hui, on dit à une situation similaire, on applique les règles similaires. Et alors, nous avons des lois qui existent. Nous n'inventons rien. Vous avez les droits. Les lois de la République veulent à ce que nous ayons une constitution qui prévoit 5 ans et à côté de cette constitution que nous ayons aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la possibilité du glissement. En dépit de tout ce que je vous présente ici comme philosophie, retenez une chose. Vraiment, pour que les élections n'aient pas lieu, il faut que le gouvernement vous dise que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir financer, de financer les élections. Et que la CNI dise pour telle raison, nous ne savons pas organiser les élections. Mais à ces jours, rien de tel n'est sorti. Mais le président a parlé des situations d'insécurité, de la situation sécuritaire. Le président Tshisekedi a dit de manière claire et précise. Il a parlé d'une hypothèse. C'est dans le Il a dit, conditionnel. excusez-moi s'il vous plaît. Oui, mais si vous le dites même en conditionnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une décision officielle. Est-ce que le président Tshisekedi engage le gouvernement? Pas du tout. Mais alors, le président Tshisekedi a fait une réflexion. Il dit, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire avec la situation à l'est de la République. Pourquoi? Parce que c'était aussi pour le président Tshisekedi une façon de faire pression sur l'Occident. Parce qu'il faut des sanctions à l'égard de ceux qui sont derrière, qui financent le Rwanda et le M23. Imaginons que la réflexion faite par le président de la République devienne une réalité. Ça veut dire qu'on est dans l'incapacité d'organiser les élections suite à des situations sécuritaires. C'est constitutionnel. Nous glissons, c'est constitutionnel, évidemment. Il y a un arrêt dont vous allez jouir de tout le droit. Mais ce ne serait-il pas l'opportunité de discuter avec l'M23 ? Comme on l'a fait. Non mais attendez, on va discuter avec le M23, pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé aux élections pour des raisons sécuritaires. Et qui sont derrière l'insécurité? C'est l'M23. Je pose juste la question. Je réponds de manière vite. Alors, si on veut aller dans votre logique, c'est qui voudrait dire que nous consacrons la balkanisation. Parce qu'aller discuter avec le M23 pour leur demander, par exemple, de permettre à ce que l'on puisse enrôler les Congolais qui sont sur ces territoires-là, c'est reconnaître le pouvoir du M23. Je posais juste la question. Non, mais la question, je réponds à votre question. C'est-à-dire que si nous devons aller dans votre logique, c'est-à-dire que nous reconnaissons un mouvement terroriste et que nous pouvons y aller tel quel. Mais si on y allait aux élections sans nos frères de l'autre côté là-bas, ça qui voudrait tout simplement dire aussi que nous reconnaissons aussi l'abandon de populations à l'est de la République. Parce qu'ils sont tous... gens des Bénis. Non. Les élections dernières. Non. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. À Béni, les gens étaient déjà enrôlés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et lorsqu'ils n'étaient pas enrôlés, ils ont voté par de suite. On a recalé et ils ont voté. Donc, ce sont des cas qui ne sont pas similaires. Ce sont des réalités complètement différentes. Et ce qui voudrait tout simplement dire que ce sont des hypothèses qui sont dangereuses. Nous ne pouvons pas y aller tel quel. Il faut que tout Congolais vote. Et lorsque le président de la République le disait, il dit dans ces forums qui est organisé pour le droit de l'homme, n'est-ce pas que le vote est aussi un droit de l'homme? Bien sûr. N'est-ce pas que l'enrôlement fait partie de ce que l'État, la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans leurs 3 générations, protège? Bien sûr. Alors s'il doit en être ainsi, quoi de plus normal pour que le président de la République exige de la communauté internationale des sanctions à l'égard de ceux qui troublent? Vous allez vous rendre compte que le Congolais doit être conscient que la situation à l'est de la République, c'est une complicité internationale qui demande à ce que chacun de nous puisse s'impliquer. Voilà le discours qui est venu de Jean-Pierre Bemba. Je vais finir par là. Il dit ceci. Longtemps maintenant, nous avons, ou que nous connaissons, cette humiliation. Nous sommes souillés par cette humiliation. Le temps n'est plus au discours. Nous devons faire en sorte que nous puissions préserver l'intégrité territoriale. Lorsqu'on dit négocier avec le M23, le président Tshisekedi répond pour dire même pas un espace de terre, même pas un iota de nos terres vont être cédés.
nous allons défendre l'intégrité territoriale. Ne pensez-vous pas que c'est contradictoire? Parce que s'il faut aller dans la logique où les M23, ce sont nos frères, ce sont des Congolais qui doivent venir, mais pourquoi il évoque la question du territoire? Il est en train de souffler quelque chose où les Congolais doivent comprendre, où les Congolais doivent s'imprégner pour comprendre que la démarche qui est entreprise dans cette situation d'instabilité à l'est de la République, avec la complicité de l'Occident, c'est que nous, Congolais, nous puissions céder une partie du territoire national. Et donc, le président insiste et martèle pour que tout le monde, uni comme un seul homme, nous puissions faire échec à l'Occident et nous puissions faire échec au Rwanda, qui est l'instrument utilisé par l'Occident pour éventuellement déstabiliser la République démocratique du Congo et prendre possession de nos richesses. Cette émission est terminée, maître. Déjà. Mais il y a beaucoup à dire encore. Il y a beaucoup à dire. On va revenir si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Pour qu'on s'étale. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. Et c'était un plaisir de savoir que vous étiez là pour suivre cette discussion. Les choses ont été dites. À vous de faire la lumière sur ce qui a été dit. Entre-temps, restez branchés au programme de Silhouette Télévision. Je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement, peut-être avec Maître ou encore avec un autre invité. Que la paix soit avec vous.